Nous sommes actuellement une vingtaine. Donc, vous êtes ce soir à la troisième conférence du cycle Data et Santé que nous organisons avec nous sommes le Braze Data Club, donc le club de passionnés de la donnée. Ça ne vous a pas échappé, mais on vient de passer un an avec quelques turbulences sanitaires, et donc ce sujet nous a intéressés. On s'est posé la question, finalement, à quoi les data science peuvent servir, à quoi peuvent-ils contribuer pour lutter contre les crises sanitaires comme celle dans laquelle on est. Et donc, cette réflexion nous a amené à faire plusieurs conférences. La troisième de ce soir est consacrée aux données pour mesurer le risque Covid dans les quartiers défavorisés. On a fait venir Émilie Sarrazin de Réseauville et Adrien Pavie, qui est un expert en géomatique. Next slide. Voilà. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, il y a Romain qui est président de l'association, Véronique et moi-même, donc qui avons organisé ce cycle de santé, ce cycle de data et santé, sachant qu'une fois que ce cycle sera terminé, on a d'autres cycles qui seront consacrés à d'autres thématiques et vous pourrez évidemment venir y participer. Alors, le déroulement de la rencontre, en gros, pendant une heure, on va avoir des présentations faites par Émilie Sarrazin et Adrien Pavie, qui vont se présenter eux-mêmes et qui vont nous expliquer ce qu'ils ont fait, comment ils utilisent les données dans le contexte de la santé. En gros, ça va durer une quarantaine de minutes, l'ensemble des présentations, et ensuite on va répondre aux questions, enfin nos experts, nos conférenciers vont répondre aux questions que vous allez poser dans le chat et que l'on va pouvoir réutiliser ensuite pendant une vingtaine de minutes. Donc, à l'issue de ça, donc dans une heure, en gros, on vous demandera de noter, d'évaluer la conférence et de souligner les points qui vous ont plu et puis éventuellement les points à améliorer une prochaine fois. Voilà. Et après, pour terminer, on aura 2 sessions de breakout. Donc, si vous êtes sur Zoom, vous avez l'habitude. Ce sont des moyens de se retrouver en petit comité. On essaiera de faire des groupes de 3-4 personnes. Donc, ça nous permet de pallier au distanciel, de revenir un peu au mode meet-up et se rencontrer. Donc, n'hésitez pas à rester. Calculez pour rester jusqu'à 19h30 afin de profiter un peu de ces sessions un peu plus informelles et sympas pour networker. Donc, je vais vous présenter un petit peu le club. Donc, il a été fondé en 2017. Donc, il est constitué de professionnels, d'étudiants et toute personne de bonne volonté qui œuvre bénévolement pour développer l'écosystème data dans le Grand Ouest. Jusqu'à présent, on a une quarantaine d'événements organisés en 4 ans d'existence, dont 3 Braze Data Day, donc une journée entière dédiée à des conférences d'acteurs locaux pour la plupart. On a une trentaine de membres dans l'association et plus de 1000 inscrits dans Meetup et plus de 600 abonnés sur LinkedIn. Vous retrouvez en dessous les liens sur LinkedIn et Meetup et ils sont également en début du chat. Le but, c'est d'enrichir l'écosystème de la data en Bretagne, donc connecter les acteurs locaux et leur donner de la visibilité régionale dans l'Hexagone et dans le monde, rendre accessible la data au grand public breton, soutenir l'effort local pour répondre aux besoins et enfin partager, communiquer sur les résultats des travaux sur la data, sur la Bretagne ou réalisés par les acteurs locaux. Le bureau, c'est Romain et Fabien en tant que président et trésorier et 8 autres bénévoles. On aura notre prochaine Assemblée générale le fin juin 2021. Et pour devenir membre, vous avez un lien sur Helloasso pour vous permettre ensuite d'accéder à la messagerie Slack, de participer à des événements networking privés et puis participer bien sûr à l'Assemblée générale. Vous pouvez également devenir sponsor, soit pour un événement particulier, soit pour l'année, soit un sponsor financier, un sponsor technique, selon les besoins. Et vous pouvez également devenir speaker, participer soit à un des prochains cycles au cœur de la data, qui sera plutôt tourné IA, machine learning, et un cycle données institutionnelles qui sera plutôt prévu pour septembre, ou une autre thématique qui vous semble intéressante pour les Bretons et amoureux de Bretagne. C'est à toi, Didier. Voilà.
Donc, on a 4 conférences qui ont été organisées dans ce cycle. Nous sommes ce soir sur la troisième conférence donc, consacrée aux données pour mesurer le risque Covid, un quartier défavorisé, donc en se basant sur des données géomatiques. Et la semaine prochaine, on aura un conférencier, le docteur Gangloff, qui viendra nous expliquer comment, avec le machine learning et les bases de données du CHU Pontchaillou de Rennes, ils réussissent à faire des miracles également en termes de prévision. Voilà, on va pouvoir passer maintenant la parole à nos invités de ce soir qui vont donc pouvoir se présenter et puis et nous présenter ce qu'ils ont, enfin, les études qu'ils ont menées ces derniers temps et donc voir comment on peut utiliser les données géolocalisées pour manager le risque Covid dans certains quartiers. C'est à vous. À toi, Émilie. Donc, c'est à moi. Je prends la main sur le PowerPoint. Donc, Émilie Sarrazin de Réseauville. C'est ça, exactement. Merci de m'avoir invitée dans cet univers qui n'est absolument pas le mien. Donc, je trouve ça chouette d'avoir le sentiment d'être un trait d'union. C'est plutôt intéressant. Je m'appelle Émilie Sarrazin. Je suis directrice d'une association qui s'appelle Réseauville, qui existe depuis 20 ans, qui a la particularité exceptionnelle d'être sur 2 formidables régions, les Pays de la Loire et la Bretagne, et qui a pour seul objectif de travailler sur la question des quartiers prioritaires, donc ce qu'on appelle les quartiers prioritaires, les quartiers populaires, les QPV, enfin bon, tous ces quartiers qui, si vous avez ou si vous habitez dans des villes, ou des grandes villes de Bretagne, sont un petit peu connus par nous tous. Notre objectif étant de sensibiliser tous les acteurs et actrices de ceux qui travaillent dans les quartiers prioritaires à des thématiques qui sont des thématiques assez larges. Je m'excuse de prendre un peu de temps pour présenter Réseauville, mais ça me paraît nécessaire pour vous expliquer la démarche qui m'arrive à vous présenter ce que nous avons mis en place sur la question de data et santé dans les quartiers prioritaires. Notre conseil d'administration est composé de ce qu'on appelle les vice-présidents élus politiques de la ville, des métropoles et villes qui adhèrent à notre association. Donc, on a Priscilla Zamor, qui est vice-présidente de Rennes à la question de la politique de la ville, qui est notre vice-présidente ici. On a eu pendant longtemps une présidence brestoise. La nôtre maintenant est de La Roche-sur-Yon, parce que vous comprenez bien, il faut faire l'équilibre entre ces 2 régions. Et voilà, donc depuis 20 ans, on travaille sur ces questions, quartier populaire, quartier prioritaire. Un quartier prioritaire, juste pour vous le dire, il est défini par 2 grands objectifs. Enfin, il est défini par la loi selon deux niveaux, qui est un niveau de densité, c'est-à-dire qu'il faut minimum 1000 habitants, et un niveau de pauvreté, c'est-à-dire qu'il faut être en dessous du seuil médian, de 60% du seuil médian, du revenu médian par habitant en France. Ce qui me permet de vous dire à l'occasion qu'effectivement, les quartiers prioritaires, ce n'est pas nécessairement les gros quartiers comme on pourrait l'imaginer. Ce n'est pas que Morpin, un quartier prioritaire, mais il y a aussi le petit quartier prioritaire de Redon, il y a Dinan, il y a aussi des petits quartiers qui sont des quartiers où il y a de toute façon 1000 habitants. Voilà pour Réseauville, et je finis sur cette première slide qui est qu'en tout, en Bretagne, Pays de la Loire, il y a 78 quartiers prioritaires, ce qui représente environ 250 000 habitants. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à parler du programme Data et Quartier? Parce que nous nous sommes rendus compte, suite au fait qu'on a eu l'occasion de voir une étude qui avait été menée par le Conseil départemental du Finistère sur les bénéficiaires du RSA, et que le Conseil départemental du Finistère avait utilisé les données, les outils qui sont les outils de la data pour mesurer le taux de non-recours au RSA dans son département, et que suite à cette carto qu'on avait eu l'occasion de voir, je précise que je ne suis pas du tout de l'univers, donc moi j'ai besoin de voir les choses et de comprendre que ça peut servir, et y compris à des décideurs publics. Je m'étais rendu compte que, j'habite à Nantes pour être tout à fait clair, je m'étais rendu compte que finalement quand on parlait de la Smart City ou des data ou de tout un tas de choses, finalement on se contentait de regarder ça dans les hypercentres, et que quelque part, notre hypothèse de départ était peut-être que l'utilisation de la donnée ou des
data par les pouvoirs publics était peut-être source d'inégalités au sein même des territoires, que sont les territoires de nos métropoles, parce qu'on se centrait du coup uniquement sur les hypercentres. Donc on s'est fixé il y a 2 ans un objectif simple qui était de participer à la sensibilisation des experts de la politique de la ville et des décideurs publics à tous ces nouveaux outils d'aide à la décision qui sont absolument pas réservés qu'aux centres-villes et aux hypercentres des quartiers. On s'est lancé avec un prestataire que peut-être vous connaissez qui s'appelle Civiteo. On s'est lancé avec Civiteo dans ce grand plan d'observation de la donnée publique et de l'aide à la décision sur une programmation qui dure 3 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle un projet expérimental. On est financé en partie par l'État et par les villes, des villes aussi, et par aussi des partenaires privés, pour essayer de voir s'il y a des problématiques particulières qui sont liées aux quartiers prioritaires et dont les outils de la data science pourraient nous aider à accompagner des décisions, en tout cas à lire les choses un petit peu différemment. Et l'idée étant, au bout de ces 3 années, de construire vraiment une grande documentation qui, pour nous, acteurs très très loin du sujet data, nous permettrait de diffuser tout ce qu'on a appris pendant ces 3 ans et pour proposer aux autres centres de ressources les différents sujets qui nous ont été donnés à voir depuis ces 2 dernières années. Donc, en fait, on a identifié 3 sujets, le sujet de la mobilité, le sujet de l'emploi et le sujet de la santé. C'est des sujets qui ont été co-construits avec les élus politiques de la ville de tous nos territoires adhérents. Donc, on a fait une trentaine de rendez-vous pour échanger autour de quels pourraient être les sujets. Je ne vous cacherai pas qu'il y a d'autres sujets qui sont sortis, comme la sécurité, mais pour lesquels, en fait, il nous paraissait compliqué d'utiliser tout ça. Enfin voilà, donc on s'est calé sur des sujets qui faisaient non seulement l'unanimité, mais en plus qui étaient majoritaires, la mobilité, l'emploi et la santé. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer toute la documentation sur les emplois, sur emploi et mobilité. Et sur la santé, en fait, il y a 1 an et demi, on avait commencé notre petit bonhomme de chemin avec une question qui était plutôt la question du recours aux complémentaires santé chez les habitants des quartiers prioritaires. Donc voilà, on avait notre petit rythme de rencontres, etc. Et puis, le confinement est arrivé. Donc, le confinement est arrivé, bloquant de ce fait, enfin, je veux dire, plus que bloquant, en fait, mettant en avant une forte inégalité territoriale due au confinement et particulièrement le confinement numéro 1. Et puis, on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas notre rôle à jouer et est-ce qu'on peut utiliser un certain nombre d'outils et tout ce que nous avions appris les 2 années avant pour voir si finalement la question la question est-ce qu'habiter dans un quartier prioritaire nous rend plus fragile ou pas face à la Covid-19. Donc, on s'est lancé dans cette grande aventure. Je ne vais pas vous spoiler parce que vous le savez, en fait, globalement, ce qui est assez clair, c'est que pour nous, ça confirme des fragilités, mais Adrien va y revenir, notamment en montrant la carto. En clair, ce que nous apprend ce sujet-là, c'est qu'en fait, il vérifie beaucoup nos intuitions, mais il nous donne une bonne carte de visite de vérification des intuitions. Je pense que je reviendrai sur nous, les sujets qui se sont posés à nous et puis comment est-ce qu'on les a aussi rendus aussi au bien commun après cette étude-là à la fin de l'intervention d'Adrien. Mais voilà pour la présentation rapide et synthétique, j'espère, et compréhensible de Réseauville, notre programme Data et Quartier et le focus santé particulièrement sur les quartiers prioritaires. C'est tout. Ouais, ok. Alors, du coup, je vais me présenter à mon tour. Donc, Adrien Pavie, je suis entrepreneur indépendant en géomatique et développement logiciel. Donc, je travaille à mon compte pour différents types de structures, donc des entreprises, des associations, des collectivités, qui m'a amené justement à travailler ici avec Réseauville par l'intermédiaire des sociétés Civiteo et Valoé, qui étaient également impliquées dans ce projet. Et du coup, je vais vous présenter la méthodologie qui a été adoptée pour ce projet.
Donc effectivement, le point de départ de ce sujet, ça a été une étude qui a été publiée par l'INSERM, donc assez tôt en fait dans la pandémie qui se présentait à nous, et qui présentait en fait certains facteurs de risque individuels et sociaux face au Covid-19. Et donc parmi les résultats de cette étude, donc, qui était principalement une enquête qui a été auprès d'un bon millier de personnes de souvenirs, dans les résultats de l'enquête, on voyait que les conditions de vie, donc à savoir le type de logement, les conditions d'accès à l'emploi, l'accès aux soins, pouvaient accentuer les risques en fait face au Covid-19. Donc ces résultats-là, cette publication a été assez intéressante et c'est ce qui a été le point de départ, on va dire méthodologique, de l'analyse qui a pu être réalisée. Donc en termes de méthodo pratique, je suis parti sur quelque chose qui est assez classique en cartographie, donc à savoir tout d'abord réaliser une consolidation des données, puisqu'il y a eu un croisement de données, il y a eu différentes sources d'informations qui ont été agrégées pour pouvoir faire cette analyse. Une fois les données collectées, est venue une étude en tant que telle de ces données, donc pour valider l'hypothèse qu'effectivement les quartiers prioritaires étaient potentiellement plus fragiles face au Covid-19. Il fallait bien évidemment valider cette hypothèse avant d'aller plus loin. Et une fois que l'hypothèse a été étudiée, présenter les résultats de cette étude sous la forme d'une carte web interactive pour rendre l'information la plus facilement accessible. Donc en termes de données qui ont été mobilisées, on a pu récupérer des informations auprès de différentes structures, donc notamment des données de référence de l'INSEE, donc la base population qui va permettre de savoir par iris. Donc je ne sais pas si la notion d'iris parle à tout le monde, mais les iris, ce sont les îlots pour les regroupements de l'information statistique. Donc en gros, c'est un maillage du territoire qui va permettre d'avoir des informations sur la population, sur le logement, sur tout un tas de sujets. Et donc, ce sont des informations qui ont été produites au fur et à mesure du temps, donc sur lesquelles on a un certain recul. Et donc, à partir de ces données-là, donc on a la population, le logement, on a également des informations sur les bénéficiaires de l'assurance maladie, c'est assez intéressant. En complément de ces données INSEE, on a fait appel à des données de l'ORS Bretagne, donc l'Observatoire régional de la santé, donc par l'intermédiaire justement des projets qui ont été menés par Réseauville. On avait accès pendant cette étude au taux de recours aux soins. Je vais revenir plus en détail après sur des données qui étaient accessibles. Et on a également, pour pouvoir faire des cartes, il faut effectivement des données géographiques. Donc, j'ai pu mobiliser les données de l'IGN, à savoir les contours des iris, donc le découpage spatial de ces îlots statistiques. Et enfin, les données de la l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, sur le découpage des quartiers prioritaires politiques de la ville. En termes d'outils qui ont pu être mobilisés, j'ai une petite préférence pour les logiciels libres. Donc, j'ai du coup utilisé LibreOffice Calc, qui est un tableur qui est l'équivalent d'Excel, qui m'a permis de faire le nettoyage et la simplification des données. Donc pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion de travailler avec des données, par exemple des données INSEE, vous savez que souvent il y a une mise en page qui est réalisée sur ces données. Il y a également des métadonnées qui sont présentes en début de tableau. C'est des informations qui sont très pertinentes quand on veut contextualiser l'information, valider sa pertinence. On a bien besoin de ces métadonnées, mais pour soumettre en fait ces informations à des logiciels, on est obligé de les supprimer pour avoir l'information la plus brute possible. Et donc c'est en ça que LibreOffice a pu servir. Et dans un second temps, donc comme on est sur une analyse géographique, il a bien fallu mobiliser un logiciel SIG, donc SIG pour Système d'information géographique. Et là, le logiciel qui a été utilisé, c'est le logiciel QGIS, qui est le logiciel SIG libre de référence et qui fait tout un tas de choses, mais parmi lesquelles des jointures spatiales, des jointures attributaires, donc le fait de regrouper sur des découpages géométriques de l'information attributaire, différentes sortes de calculs, d'indicateurs, et également de la représentation, de la production de cartes statiques tout à fait classiques.
En termes de chaîne de traitement, donc du coup, je suis parti sur une logique assez classique de réalisation. Donc, partir des 5 jeux de données qui ont été précisés au préalable, regrouper ces différentes informations par rapport aux iris, parce qu'en fait, tous les jeux de données étaient à la maille de l'iris, donc ça en fait l'échelle la plus pertinente pour faire l'analyse. Donc, cette jointure qui permet du coup d'obtenir un jeu de données iris qui va être un jeu augmenté sur lequel on a les informations suivantes. Donc, on avait le nombre de personnes par iris qui étaient bénéficiaires de la CMU, la couverture maladie universelle. Donc, il y a un système en fait de protection sociale qui s'adresse aux personnes qui n'auraient pas forcément de couverture santé par ailleurs. On avait également donc, le nombre de personnes par iris qui étaient logées dans des HLM, donc habitat à loyer modéré. Donc là, pareil, qui donne une indication sur la façon de se loger dans la zone. On avait également des informations sur le nombre de personnes qui étaient issues de l'immigration et également le nombre d'habitants dans l'iris, qui permet d'avoir le nombre total de personnes vivant dans la zone. Et au-delà de ces informations plutôt socio-démographiques, on avait également accès à un pourcentage de personnes qui étaient traitées pour de l'asthme, donc un pourcentage qui était relatif au nombre de patients dans la zone, et également un pourcentage de personnes qui suivent des traitements pour le diabète, donc qui sont l'asthme et le diabète, notamment deux maladies qui sont reconnues pour poser reconnus pour poser souci aux personnes qui ont souffert de Covid-19 et du coup qui peuvent être plus facilement atteintes de formes graves de la maladie. Et donc avec ces informations qu'on a là regroupées à l'échelle de l'iris, on est ensuite en mesure de calculer différents indicateurs, donc notamment 3 indicateurs que je vais vous présenter tout de suite. Un indicateur santé, un indicateur socio-démographique et un indicateur de fragilité face au Covid-19. Et donc, pour pouvoir calculer ces indicateurs, il y a eu différentes étapes supplémentaires. Donc, tout d'abord, le fait de passer les valeurs absolues en des valeurs relatives, donc par rapport à un taux de population. Donc ça concerne notamment les variables que je précisais, un nombre de personnes, le GHLM, etc. On va regrouper ça de manière à ce que ça corresponde à un pourcentage de la population. Donc, si on avait, je ne sais pas, 100 personnes logées en HLM dans cette iris, on retransforme ça en une information qui nous dit que ça correspond à 5% de la population. Donc, l'idée de passer sur des valeurs relatives, c'est pour permettre une comparaison plus simple entre les différents iris et du coup d'avoir une analyse qui soit tangible. Ensuite, une fois qu'on a du coup ces valeurs relatives, on va essayer de transformer les indicateurs en des valeurs qui soient sur des échelles comparables, de manière à pouvoir ensuite les combiner plus facilement. Donc, si par exemple on avait des taux de population qui allaient de 0 à 15%, on va transformer tous les intervalles de valeurs en des intervalles de 0 à 1. Au lieu d'avoir du 0 à 15, du 0 à 20, etc., on ramène tout sur une même échelle, qui va permettre ensuite de calculer chacun des indicateurs sur une logique assez simple, une logique de moyenne. Et donc, les 3 indicateurs qui ont pu être calculés, justement, le premier va être l'indicateur sur la santé. Donc, il va être en fait une moyenne des 2 indicateurs des personnes qui souffrent d'asthme et des personnes qui souffrent de diabète. Donc ça, en fait, plus on va avoir un pourcentage élevé pour chacune de ces 2 variables, plus cette moyenne va être élevée, et donc le facteur de risque santé va être élevé. Pour la partie sociodémographique, l'indicateur, c'est la même logique. On fait une moyenne de ces 3 variables CMU, donc les personnes qui disposent de la CMU, les personnes logées à HLM et le facteur immigration. Donc là, c'est pareil, ces trois éléments donc, vont appuyer sur la fragilité, on va dire, de la population sur les aspects sociodémographiques. Et enfin, l'indicateur de fragilité face au Covid va être la moyenne de ces 2 indicateurs précédents. Donc, si on a des quartiers qui sont à la fois fragiles sur le point de vue santé et où les populations sont plus vulnérables sur les aspects sociodémographiques, les valeurs vont être plus élevées et du coup, cet indicateur va effectivement représenter, va forcément représenter du coup la fragilité sur son ensemble.
Une fois qu'on a du coup ces trois indicateurs donc avec des valeurs qui s'étalent entre 0 et 1, on va faire une discrétisation qui va permettre du coup de faire une représentation cartographique qui soit plus compréhensible, et donc notamment une discrétisation par rupture naturelle, l'algorithme de Jenks, qui va nous permettre à la fin d'avoir 4 catégories. Donc un indicateur de fragilité qui aura soit une valeur faible, soit modérée, soit forte, soit éventuellement très forte. Et ce qu'on obtient au final, c'est bien un indicateur du cumul des facteurs de risque. Donc plus on va avoir de facteurs qui vont être élevés, plus le quartier dans son ensemble sera fragile face au Covid-19. Une fois du coup que ces différents indicateurs ont pu être générés, là on va passer à l'étape de réalisation cartographique où on va valoriser en fait dans un premier temps ces indicateurs et vérifier leur pertinence, travailler sur la vérification de l'hypothèse de départ. Et donc ça en fait on génère avec le logiciel QGIS un atlas, donc qui va être une série de cartes qui vont toutes avoir le même modèle pour chacune des villes qui est concernée par l'étude. Et donc, ça nous donne par exemple ce type de carte. Donc là, qui est une carte centrée sur Rennes, la première périphérie de Rennes, qui va représenter du coup l'indicateur sociodémographique. Et là, du coup, donc, on a une échelle de valeurs qui s'étend de faible à forte, avec des couleurs qui vont du jaune au violet. Et donc, du coup, pour cet indicateur sur les personnes défavorisées, la fragilité, on va dire, sociodémographique, on retrouve effectivement une cohérence par rapport aux quartiers prioritaires de la ville qui sont affichés ici par un contour rouge. Et donc, effectivement, on voit qu'il y a quand même une cohérence entre l'agrégation de ces indicateurs sociaux-démographiques et le découpage initial des quartiers prioritaires. Ça permet de montrer que les quartiers qui ont été sélectionnés sont quand même cohérents vis-à-vis de l'état des lieux sur ces indicateurs. Donc là, voilà, ça nous permet de valider cet aspect-là. Ensuite, si on s'intéresse dans un deuxième temps à l'indicateur, lui, plutôt santé, donc sur des personnes à risque, à la fois au niveau diabète, au niveau asthme, là, on voit qu'on a une dynamique qui est pas tout à fait la même. On retrouve effectivement des quartiers prioritaires où il y a également des populations qui sont fragiles du fait de la présence de ces deux maladies. Mais on se rend compte également qu'on a des quartiers qui ne sont pas forcément des quartiers prioritaires, comme ici le quartier autour de quartier Tabor-Paris sur Rennes, où là, du coup, on a des personnes qui sont peut-être une population peut-être un peu plus âgée, et donc qui est effectivement peut-être plus sujette à avoir ce type de maladie. Donc on voit qu'on a une dynamique qui est un tout petit peu différente, mais on sent bien quand même que les quartiers prioritaires ont effectivement une certaine représentation sur ces deux maladies. Et donc, une fois qu'on fait le cumul de ces deux indicateurs de risque, on a l'indicateur général de risque face au Covid, qui est présenté ainsi. Et donc là, on retrouve toujours pareil, hein, ces quartiers prioritaires qui ressortent, où les populations, du coup, sont potentiellement plus fragiles face au Covid-19. Mais on voit également qu'il y a d'autres zones qui ne sont pas forcément celles auxquelles on s'attendrait, où il peut y avoir des vulnérabilités également des populations. Donc si on résume un peu l'analyse qui a pu être faite ici, on voit bien que les quartiers prioritaires sont fragiles face au Covid-19. On voit effectivement que le cumul des différents facteurs de risque est bien présent dans ces quartiers-là. Mais il faut noter que ce ne sont pas les seules populations fragiles. Il y a d'autres quartiers peut-être moins défavorisés, mais où les personnes ont une santé également fragile qui sont représentées. Donc il ne faut pas forcément que faire le focus sur ces quartiers-là. Il faut aussi penser aux quartiers où les personnes ont des comorbidités, ils peuvent avoir des difficultés de santé. Et bien noter effectivement que la notion de population fragile, ça veut dire qu'on est moins bien armé une fois contaminé, ça n'indique rien sur la probabilité d'attraper le Covid au départ. Donc on voit bien effectivement que globalement, l'ensemble de la population sur le territoire a bien respecté les gestes barrières. Il ne faut pas tomber dans une certaine stigmatisation. Là, on est vraiment sur que se passe-t-il une fois qu'on est contaminé.
effectivement, c'est la question de est-ce qu'on va avoir des formes graves du Covid ou pas, et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là. Une fois du coup que cette analyse a été faite et qu'on a pu valider l'hypothèse de départ, l'idée a été de réaliser une cartographie interactive pour valoriser ces résultats, nous permettre notamment de consulter pour chacune des communes qui étaient concernées les résultats, permettre une navigation facile entre les différentes villes, et puis surtout valoriser les résultats, valoriser les données qui ont été utilisées au départ, ainsi que les ressources documentaires qui permettraient d'aller plus loin sur l'analyse. Du coup, pour la réalisation de la carte, ont été mobilisées des technologies tout à fait classiques, donc les technologies du web, le HTML, JavaScript et CSS, et complétées par une brique JavaScript qui s'appelle Uniflet, donc qui permet de réaliser des cartes interactives. C'est un composant qui est assez classique. Il y a une chance sur 2 ou une chance sur 3, on va dire, de le retrouver quand vous avez une carte interactive sur le web. Donc, il y a un composant tout à fait efficace. Et également un logiciel. Et du coup, pour cette réalisation, a été fait le pari de faire un outil simple et efficace. Donc, pour les personnes qui font du développement web, je pense que le sujet va leur parler. Notamment, donc, essayer d'avoir une carte qui ait très peu de dépendances, donc qui soit assez simple en fait dans son fonctionnement, qui va être développé en JavaScript S5, donc le JavaScript entre guillemets à l'ancienne, qui du coup permet de s'éviter de faire une transpilation, donc une étape technique qui est assez lourde, mais qui permet d'assurer une certaine compatibilité avec les navigateurs. Là, en étant sur du JavaScript plus simple, on s'évite ces étapes-là, et du coup, on peut assurer malgré tout la compatibilité avec tous les navigateurs. Et du coup, le résultat de ce développement en mode assez léger, c'est que le code fait au final 316 lignes de code. Si on rajoute les dépendances que sont leaflet, on est 800 lignes supplémentaires. Et l'intérêt, c'est qu'on a une carte qui va être légère, qui va se charger très rapidement et qui va être fluide en termes d'utilisation. Et donc, la carte, elle va se présenter ainsi en 2 étapes. Donc, la première étape, c'est l'étape de sélection de la commune. Donc, en fait, on voit les villes principales de Bretagne qui ressortent, qui sont cliquables. On a également sur le côté gauche un panneau qui va représenter en fait les différentes informations du projet, les liens vers les données, et expliquer un peu la logique des différents indicateurs qui ont été présentés. Et une fois qu'on clique sur une ville, on a les informations qui concernent les différents indicateurs pour cette ville. Donc avec ici la légende qui est présentée, la carte qui va se trouver être un élément central, et en haut les sélecteurs qui vont permettre de basculer d'un indicateur à l'autre, donc de pouvoir comparer justement les résultats pour ces 3 indicateurs et de bien comprendre la logique de construction de la carte. Donc évidemment, la cartographie est disponible sur le site de réseauville.com, donc je vous invite, après la présentation, à aller la consulter et regarder les résultats pour la commune qui vous intéresse. Et donc, si je résume un peu le travail que j'ai pu mener, donc il y a eu tout d'abord une analyse cartographique qui est assez classique ou assez simple. Effectivement, on voit dans la présentation que les analyses reposent sur des concepts mathématiques basiques, mais en fait, ça donne malgré tout un premier regard qui est factuel, qui permet une première compréhension des différentes données qui sont apportées, qui ont été utilisées. Et du coup, pour valoriser cette analyse, une carte web simple et légère qui va permettre à n'importe qui en fait, de se saisir du sujet, de comprendre facilement les résultats et également de diffuser facilement ces résultats pour pouvoir communiquer dessus et pour pouvoir prendre de meilleures décisions en termes de gestion de la ville, en termes de gestion de la santé publique. Et voilà donc pour ma présentation. Et du coup, je vous rends la main. Merci Adrien pour cette présentation qui est tout à fait passionnante et en plus qui a l'intérêt quand on fait de la cartographie d'être visuel. Et donc, on dit toujours qu'un petit schéma vaut mieux que de très longs discours, et c'est vraiment le cas avec des cartographies. Donc, merci.
On va prendre les questions une à une au fur et à mesure qu'elles apparaîtront dans le chat. Il y avait, Voilà une première Didier, question. je te coupe parce que Émilie voulait dire un mot, je crois, pour conclure sur comment la cartographie a été reçue. Tout à Non, fait. je Allons-y. voulais juste dire que toutes les villes de Bretagne et tous les élus ont été totalement intéressés par cette carto parce que c'est assez rare en fait qu'on puisse, nous, dans notre, on va dire, univers de la politique de la ville, avoir des cartographies comme ça. Je ne vous cacherai pas que je ne suis pas bilingue en data, donc il nous faut des choses qui sont simples et qui sont compréhensibles, etc. Donc, c'est vraiment un projet qui nous a intéressés, qui a été facile à diffuser et qui a été facile pour les élus, dont il a été facile de se ressaisir derrière, en fait. Et y compris, je repense à l'élu de Saint-Brieuc qui m'a appelé parce que le quartier de Ploufragan est plutôt dans une zone qui est pas une zone, qui est une zone rouge quand même, mais pas une zone extrêmement rouge. Et du coup, c'est l'objet de discussions fortes et je sais que c'est l'objet de tant d'échanges entre élus et donc à parier fortement que ces cartographies-là mobilisent toutes les politiques publiques au sein des villes derrière. Et donc, je pense que ça, c'est un pari gagné. Et je dis juste aussi que, du coup, on a déjà été sollicité par la ville de Saint-Nazaire et par la ville d'Angers, qui n'a pas eu le droit, puisqu'on n'a pas eu les données, d'avoir ces sujets-là. Et donc, ça nous permet d'avoir des formes de lobbying auprès de ceux qui ont les données. Donc, enfin, Romain d'ailleurs, est retourné voir l'ORS des Pays de la Loire pour échanger, pour garantir la validité des process qu'on a utilisés. Donc, voilà, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'au-delà de l'intuition qui se confirme, ce que nous voyons donc, c'est que tous les quartiers, enfin, que les quartiers politiques de la ville sont systématiquement situés dans des zones qui sont des zones fragiles. Alors, pas tous, mais toutes les zones ne sont pas les quartiers prioritaires, mais tous les quartiers prioritaires sont dans ces zones-là. Ça, c'est la chose la plus importante qui nous paraît importante de dire. Donc, en tout cas, un formidable outil de discussion interne entre élus et un formidable outil pour mobiliser d'autres qui n'ont pas eu le droit à ça. Voilà. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les arguments Didier, on n'aura que 10 minutes, 15 minutes maximum, histoire de ne pas les blackout. Et Adrien, tu pourrais déjà par avance nous donner les droits os pour la prochaine session, s'il te plaît. Voilà, à toi, Didier. Oui, question donc à Émilie Sarrazin. Quels sont les arguments ou les objections que les élus des Pays de la Loire ont mis en avant pour finalement pour ne pas vous donner pour ne pas vous fournir des données? Alors, en fait, Romain et Adrien, vous êtes mes garants. Alors, ce n'étaient pas les élus, c'était l'Observatoire régional de santé. Et eux ont dit qu'ils ne les avaient pas, ces données-là, en fait, parce qu'elles n'étaient pas opérationnelles ou je ne sais pas quoi. Donc, eux, ils ont dit qu'ils ne les avaient pas. D'accord, ce n'est pas une opposition de principe. J'aime à croire que non. Voilà. Je ne crois pas, non, je ne crois pas. Alors, sur les questions des données, en France, on ne peut pas faire des statistiques ethniques, ça fait partie des particularités juridiques. Et néanmoins, dans la présentation que vous nous avez faite, vous avez utilisé des données qui permettaient de faire la cartographie de l'immigration. Alors, comment on fait par quel miracle, en fait, on réussit à avoir ce type d'information, disons, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un choix particulier de dataset? Est-ce qu'il y a une manière d'obtenir des données qui sont neutres en quelque sorte? Je ne sais pas si Adrien est toujours en ligne parce que je l'ai vu être déconnecté un instant. Je ne sais pas s'il est de retour. En fait, les données d'immigration, c'est des données qui sont des données disponibles de l'INSEE, qui ne sont pas les mêmes que les statistiques ethniques, je pense.
Donc, les données de l'immigration, on les a depuis longtemps par l'INSEE. Elles sont beaucoup utilisées en revanche, effectivement, et particulièrement dans le groupe santé. Du coup, dans le cadre du programme Data et Santé, on a eu un échange sur les statistiques ethniques que, bien entendu, nous n'avons pas le droit d'utiliser puisque c'est interdit en France, mais qui, si je peux me permettre d'aller… je ne sais pas du tout si j'ai le droit de dire ce genre de truc, qui pourrait aussi permettre de… Enfin, c'est dommage parce qu'elle pourrait, à certains égards, permettre de rendre visibles d'autres phénomènes. Mais je crois que les données d'immigration, c'est des données qu'on a quoi qu'il arrive. Tout à fait. C'est un jeu de l'INSEE. Hein. Il n'y a pas eu de croisement, il n'y a pas eu de recoupement. C'est un jeu brut de l'INSEE qui indique le pourcentage de personnes issues de l'immigration par zone géographique. Donc, ce n'est pas considéré des données ethniques parce qu'on ne va pas différencier si les gens viennent de telle ou telle zone dans le monde, en fait. Même si je sais, même si je ne suis pas spécialiste, je sais qu'il y a une entreprise qui se dédie à ça, qui détourne la chose en analysant en fait les noms de famille et en partir du nom de famille est capable de détecter avec un certain pourcentage votre appartenance ethnique et qui détourne en fait et dit non, on ne fait pas des stats sur l'appartenance ethnique, on fait des stats sur les noms de famille. Mais voilà, je ne suis pas spécialiste sur la chose. Mais en l'occurrence, là, c'est uniquement des données de l'INSEE. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez à nouveau, j'ai une coupure, effectivement. Oui. Ouais. Oui, tout à fait, on vous entend. Ouais, je pense que la réponse a été abordée. Il y a peut-être des compléments ou c'est bon, du coup Je pense qu'on a répondu, sauf si toi, tu veux ajouter quelque chose. Non, je pense que si tu as répondu, c'est bon, effectivement. Mais en tout cas, à partir du moment où c'est des données qui sont produites par l'INSEE, on a cette garantie en France qu'il n'y a pas de distinction ethnique, contrairement à d'autres pays comme les États-Unis où c'est des choses qui se font. Ici, en France, ce sont des informations qui ne font pas de discrimination par rapport à la nationalité, par rapport à la provenance. Ce sont des cumuls globaux quoi, de l'immigration dans son ensemble. Effectivement, il n'y a pas de problème de distinction à ce niveau-là. Donc, on a quelqu'un de l'INSEE d'ailleurs hein, parmi l'audience, c'est Monsieur Ponce, hein, il l'a dit tout à l'heure et il a été conférencier du Brest Data Club lors d'une conférence précédente. Éventuellement, s'il veut commenter quelque chose dans le chat, on le lira. Ouais, sur ce point-là, donc je l'ai écrit hein, dans le chat, l'ethnie, ce n'est pas le pays de naissance. Enfin, on demande lors du recensement de la population dans quel pays êtes-vous né, etc. Ben, ça, c'est possible de faire, c'est un fait. Hein, les pays, c'est des contours, c'est géographique. Ethnie, je suis un peu, en tant que statisticien, je demande à être convaincu que c'est un concept qui est bien défini. Hein. Mais je sais que les statisticiens américains le font fort volontiers. Ils ont certainement un intérêt à le faire. L'INSEE ne le fait pas et du coup ne le fait pas parce qu'il est soumis bien sûr à un règlement dans le cadre du CNIS, d'usage des données, et il se doit de respecter les consignes qui lui sont données pour le service et les systèmes statistiques publics. Donc je confirme, les données sont là, elles viennent du recensement de la population. Donc elles sont de bonne qualité, de très bonne qualité une fois. Juste pour rebondir, il doit y avoir une définition quand même assez, même très basique. Dans la pharmaceutique, on n'a pas le droit de demander si on est asiatique, si on est d'origine indienne ou si on vient d'Afrique. C'est pas autorisé pour l'industrie pharmaceutique, donc je pense qu'il y a une réglementation très précise sur ce sujet. Alors, il y a une autre question dans le chat qui dit on a compris qu'avec le système d'information géographique, on pouvait faire des présentations actualisées de données. Et la question, c'est est-ce que les données sur lesquelles vous travaillez sont mises à jour, peut-être pas en temps réel, mais en tout cas, sont-elles réactualisées ou est-ce que ce sont des données figées? Alors, la cartographie qui est disponible fait état des dernières données disponibles qui ont été produites par les différents producteurs. Donc, ce sont les données les plus récentes possibles lorsque l'étude a été réalisée. Après, la carte n'est pas actualisée en direct, c'est-à-dire que si une nouvelle version des données est publiée par l'ORS, par l'INSEE, ce ne sera pas pris en compte. C'est vraiment des données qui ont été figées à un instant T. Donc, il y a eu au moment de l'étude une version la plus actuelle des données qui a été considérée, mais ce n'est pas une carte dynamique et temps réel au sens classique.
c'est vraiment une représentation interactive d'un état des lieux qui a été fait à un instant T. Pour rappeler la date, à quel moment il a été fait, l'état des lieux? C'est à la fin du premier confinement, D'accord. Alors, oui, c'est ça, c'était en cours d'année précédente, effectivement, c'était en milieu d'année. Hein. Je pense qu'on a eu les données en juillet, si je ne me trompe pas, avant l'été, en fait, dans ces eaux-là, en fait. Alors, il y a une question qui est plus méthodologique. À partir du moment où on empile des mesures qui sont qui habite en HLM, qui habite avec des familles nombreuses, etc., est-ce qu'il n'y a pas en fait disons, une espèce de truisme qui fait qu'il y a une surreprésentation de certains types de populations à risque, mais simplement parce que finalement on a concentré les indicateurs? Alors, effectivement, en termes de présentation des résultats, c'est ce qu'on pourrait se dire, mais comme on est parti d'une étude qui faisait état de facteurs de risque, donc des facteurs qui étaient pris à chaque fois individuellement, au final, le choix de ces facteurs-là n'est pas sorti de nulle part. On est parti de ce qui a été représenté par l'INSERM. Donc après, effectivement, il se trouve que ce sont des indicateurs qui révèlent sont assez liés, qui ont une corrélation assez forte avec ces quartiers. Mais en soi, effectivement, oui, du coup, il y a une représentation de ces quartiers, mais c'est plutôt c'est pas une volonté de faire une surreprésentation et de dire on veut spécifiquement cibler ces quartiers-là. C'est la prise en compte des différents indicateurs qui en eux-mêmes, si on prend que les personnes bénéficiaires de la CMU, toutes ne sont pas en quartier prioritaire. Et ça, c'est vrai pour chacun de ces indicateurs. Donc effectivement, le croisement des différents indicateurs pointe plutôt sur les quartiers prioritaires, mais en soi, c'est parce que ce sont les facteurs de risque qui ont été révélés par l'INSERM. Ce n'est pas une volonté en tant que tel. D'accord. Et le contre-exemple, d'ailleurs, c'est, comme vous l'avez montré sur une cartographie, où on voyait que dans un quartier central de Rennes, de la rue de Paris-Tabor, il y avait, qui n'est évidemment pas un quartier défavorisé, mais où il y avait des comorbidités. C'est un peu le contre-exemple qui montre que tout ne se concentre pas uniquement à un seul endroit. Moi, ce que j'explique, alors peut-être que je me trompe complètement, mais moi, ce que j'explique à mes homologues qui ne sont pas du monde de la data, c'est que globalement, les indicateurs sanitaires permettaient de cibler les zones et les indicateurs sociaux permettaient de vérifier les zones, en fait. C'est-à-dire que du coup, on se retrouve avec le centre-ville de Rennes qui est un peu plus coloré, mais on confirme en revanche que Villejean, Maurepas, Le Blône, etc., se colorent encore plus, en fait. C'était ça c'était l'espèce de double effet quoi, qui permet, en plus, ce qui est intéressant, c'est juste pour le jeu, mais quand on clique sur les deux, ça permet vraiment de rajouter. Quoi. Ça c'est intéressant pour des non-initiés. Didier, tu peux prendre la dernière question de Yann pour éviter, pour rester à peu près dans les temps. Vas-y, Didier. Je ne t'entends plus, Véronique. Je te laissais prendre la dernière question de Yann pour rester dans les temps, qui est dans le chat. Je pense que c'est celle que Didier vient de lire. Hein. Oui. D'accord, bon, c'était la dernière. Pardon. Il y avait une autre question qui concernait on peut comprendre effectivement que des gens des familles nombreuses vivant dans des logements exigus, ayant un travail qui ne leur permet pas de travailler en distanciel, etc. Donc ça augmente les facteurs de risque. Et est-ce que vous voyez à travers les mesures que vous avez faites, les comportements, par exemple l'application ou pas des gestes barrières, le respect ou pas des règles fluctuantes qui sont imposées par la police municipale ou la police nationale. Est-ce que ça peut se voir en fait dans vos mesures? Alors justement, Émilie fait le nom de la tête et effectivement, c'était clairement pas l'objet de cette étude et c'est d'ailleurs quelque chose que je précisais, mais je reprécise.
Là, quand on parle de fragilité, on est sur le cas où une personne a déjà été contaminée. On ne sait pas comment elle a été contaminée, dans quel cadre, est-ce que c'était au travail, à l'université, autre part, on ne sait pas. On n'a pas à ma connaissance, il n'y avait pas, au moment de l'étude, de données sur ces sujets-là. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait plus maintenant. Et effectivement, donc on n'a aucune manière de savoir si les gestes barrières sont plus ou moins bien respectés quartier par quartier, mais que globalement, on sait qu'au niveau national, nos politiciens l'ont affirmé que globalement, la population respectait quand même plutôt assez bien les gestes barrières. Donc il y a une bonne volonté de la population et qu'on peut imaginer que cette bonne volonté est assez homogène sur le territoire. Je ne vois pas pourquoi les gens seraient plus ou moins, feraient plus ou moins attention selon les quartiers. A priori, on est tous vulnérables face à la maladie. Donc, on n'a pas d'informations là-dessus et je pense que la question d'Étienne était plus sur le croisement avec les données épidémiologiques plutôt que et pas sur les comportements en fait. D'accord. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Alors justement sur les données épidémiologiques en elles-mêmes, il y a des données qui étaient publiées, en tout cas par les agences de santé, par le gouvernement, mais qui n'étaient pas des données à l'échelle de l'IRIS, ont été souvent des données départementales, parfois régionales, de temps en temps à l'échelle de la collectivité, assez rarement à l'échelle de la commune et encore moins quartier par quartier. Donc, on avait voulu faire une analyse plus précise à l'échelle de l'IRIS, ça n'aurait pas été possible du fait de manque de données. On aurait dû se contenter de l'échelle communale, voire intercommunale. Très bien. Didier, la dernière question. Oui, une dernière question pour l'anecdote. Lors d'une conférence précédente, on a vu comment à Londres, l'épidémiologie s'était faite sur les épidémiologies du 19e siècle et ça permettait de voir qu'autour de telle ou telle fontaine, il y avait des zones de contamination, etc. Récemment, dans la presse en France, certains politiciens ont mis en avant l'intérêt de mesurer la qualité des eaux usées pour mesurer la présence ou non de Covid. Donc, est-ce que, avec le système d'information géographique à l'échelle des IRIS que vous nous avez présenté, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire justement en s'alliant avec Veolia ou avec les sociétés d'exploitation des eaux pour essayer de faire des recoupements entre la cartographie que vous avez mise en évidence et puis les mesures qui pourraient être faites sur les eaux usées? En soi, à partir du moment où on a toujours des données complémentaires, effectivement, on peut pousser l'analyse et voir s'il y a des liens qui se présentent ou pas. Je crois que les données de la qualité de l'eau sont des données qui sont publiées que de manière très ponctuelle et qui ne sont pas forcément publiées partout. Donc, notamment pour des enjeux de sécurité qui sont présentés, quand quelqu'un a la folie d'aller vouloir contaminer tel ou tel point d'eau. Ça, c'est plutôt de l'ordre de la fiction. On a, à mon avis, d'autres problèmes de sécurité avant ça. Donc, on a en fait une absence de données sur ces sujets-là qui fait qu'on ne peut pas faire d'analyse. Après, effectivement, le fait d'aller contacter ces acteurs-là, d'aller discuter avec eux, de leur présenter l'intérêt de la démarche, pourrait les convaincre, mais ce n'est pas quelque chose qui est entrepris à ce stade-là. Je voulais juste rajouter un dernier petit truc, et je suis désolée, ça va durer 30 secondes. On a eu, d'abord je remercie beaucoup Adrien et Romain, parce que ce sont eux ils ont quand même été vraiment très pédagogiques et ça c'est important. Et on a eu l'occasion de présenter cette étude à l'EHESP il y a quelques mois. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour sensibiliser pour sensibiliser ce milieu-là à l'utilisation des données. Je crois que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est très fragile en fait. Et voilà, donc c'était intéressant parce que nous, on est arrivé avec une cartographie qu'on a fait extrêmement vite sur des données qui effectivement sont un peu figées. Et voilà, on n'est pas des grands experts, mais c'est une cartographie
qui a prouvé des choses aussi, quoi. Et voilà, donc je trouve que c'était intéressant et du coup, merci de m'avoir invité. C'est nous qui vous remercions d'être venu nous expliquer ça. C'est un sujet qui est passionnant et qui est évidemment d'une grande actualité. Donc, merci beaucoup au nom de l'ensemble des participants de ce que vous nous avez présenté. Donc, vous, Émilie Sarrazin, présidente de Réseauville, et puis vous, Adrien Pavie, expert en géomatique. Donc, encore un grand merci pour tous les deux. Et, donc, on va vous demander maintenant, à l'ensemble des participants, d'évaluer cette conférence. Donc, vous allez aller dans le chat pour récupérer un lien qui va vous être donné, et ce lien vous permettra d'accéder à un questionnaire très court dans lequel on vous demande de noter de 1 à 5 étoiles, en quelque sorte, la conférence à laquelle vous avez assisté. Et ensuite, vous avez 2 questions ouvertes. Une première question qui vous propose les points à améliorer et autrement dit, ce sur quoi vous n'êtes pas pleinement satisfait. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire mieux la prochaine fois? Et puis, sinon, quels sont les points, au contraire, qui vous ont séduit et donc que l'on peut continuer. Donc, vous avez quelques minutes pour faire ça. Et nous, on va vous présenter la prochaine, pendant que vous répondez, on va vous présenter la prochaine conférence de la semaine prochaine. Et on vous restez en ligne puisqu'on va pouvoir attaquer juste après les sessions de breakout. Voilà, donc la semaine prochaine, le docteur Cédric Gangloff qui travaille au LTSI et qui a travaillé également en collaboration avec le CHU de Pontchaillou à Rennes, va nous présenter un modèle de machine learning permettant d'optimiser le diagnostic du Covid-19. Donc c'est évidemment un sujet d'une grande actualité et qui est basé sur une étude qui a été faite au cours de la dernière année et qui va donner l'occasion à l'équipe du docteur Gangloff de faire une publication prochaine sur le sujet. Donc là, je dirais en préprint, on aura cette présentation la semaine prochaine de cette étude. Voilà.